Le storytelling, souvent, souvent, je croise des personnes qui me disent: «Mais moi, je ne sais pas raconter d'histoire. Moi, je sais faire une presse, je sais dérouler mon histoire chronologiquement, le le brief, la problématique du client, hop, mes recherches, et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule mes ateliers et cetera. On fait de l'idéation, on découvre des choses, on priorise, on teste». Bon, très souvent dans vos métiers, sans le savoir déjà, vous utilisez une forme de storytelling qui est vieille comme le monde, c'est une forme chronologique que nous allons explorer ensemble. Vous l'utilisez sur une trame générale et vous l'utilisez aussi très, très spécifiquement quand vous storyboardez une solution. Vous pratiquez toutes et tous le storytelling. Peut-être la dernière fois, à votre avis, la dernière fois que vous avez raconté une histoire, c'était quand? C'était il y a quelques heures ou peut-être moins d'une heure. Quand vous dormiez, je vois Manuel qui se qui qui se marre. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es réveillé, Manuel, mais en tout cas, tous les jours, toutes les nuits, vous racontez des histoires extraordinaires, complètement inouïes. C'est Inception, hein, il se passe plein, plein de choses. C'est extraordinaire d'ailleurs de savoir que dans cette phase où notre, subconscient travaille beaucoup, on utilise les codes du storytelling. C'est pour ça qu'ils sont aussi viscéralement ancrés en nous. On l'utilise tout le temps. On passe notre vie à raconter des histoires sans le savoir. Tu ne sais pas qui j'ai croisé hier au boulot? C'est déjà raconter l'histoire. Je mets un mystère et j'essaye de hanger, d'accrocher l'attention de la personne qui m'écoute. Nous le faisons sans arrêt, sans arrêt. J'entre dans la boulangerie, alors là, je vois la vendeuse qui me dit ceci, qui me dit cela. Certaines personnes ont peut-être plus de facilité, de facilité à incarner les personnages, à vivre, à vivre l'histoire, à la faire vibrer. On va voir qu'on peut, tout le monde, et c'est quelque chose qui est, je sais, une thématique qui est chère à Pierre et Quentin, cette, euh, cette théorisation du growth mindset, être dans un état d'esprit de croissance, se développer, ne pas être fixé, rester où on en est. Voilà, moi je sais pas raconter des histoires. Bah, je saurai jamais. Ça s'apprend, ça se développe. C'est comme tout, comme tout, comme comme une suite logicielle, comme n'importe quoi. Ça s'apprend, ça se travaille. Est-ce que vous avez mon partage d'écran? OK. Oui, c'est bon. Nous allons commencer. Dans quelques semaines, j'espère que la majorité d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, vous allez pouvoir prendre même un tout petit peu de vacances, partir en train, pourquoi pas. Tout le monde parmi nous, je pense, a déjà pris le TGV. C'est quand même un truc assez dingue, le TGV. C'est le moyen de locomotion terrestre le plus rapide qu'on ait jamais. 545 km/h en vitesse de pointe. C'est quand même quelque chose de dingue. Vous êtes lancé là dans un monstre de technologie à grande vitesse. Vous êtes suspendu au monde. Enfin, vous êtes posé sur le monde sur deux petits rails. Deux tout petits rails. Ces deux tout petits rails, ils sont
à une distance de 1435 millimètres. Pas beaucoup quand même, hein, ça fait 1 mètre 40. C'est pas grand-chose. Est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que ça vient, cet écart entre les deux rails? Qu'est-ce que tu en penses, Josépha? D'où ça peut venir? Le train, ça a été inventé quand? Le train, ça a été inventé au 19e siècle. Hein, l'essor du ferroviaire, c'est au 19e siècle. Qui a décidé de cette distance 1435 millimètres entre deux rails? Eh bien, c'est un décret. C'est un décret qui ne date pas du 19e siècle. C'est un décret qui date d'avant Jésus-Christ. En 50 avant Jésus-Christ. En 50 avant Jésus-Christ, une personne a pondu un décret. Cette personne s'appelait Jules César. Jules César, et Jules César, vous ne le savez pas, mais Jules César a fait beaucoup quand il était empereur pour l'urbanisme de Rome, etc. Et puis il a fait construire des belles voies pavées. Et à Rome, comme à Paris aujourd'hui, à Rome, il y avait déjà des problèmes de circulation. C'était le bazar. Il y avait des bouchons à toutes heures. Et puis, ces belles voies qu'il avait fait construire, elles étaient complètement défoncées. Parce qu'à l'époque, évidemment, on n'utilisait pas des voitures ni des trains, bien sûr. On utilisait essentiellement des charrettes qui étaient tirées par des bœufs. Et c'était le bazar parce que tout était défoncé. Donc, il a pondu un décret pour dire, eh bien, dorénavant, tous les véhicules qui vont circuler, ils auront la même largeur pour ne plus défoncer les routes. Et puis pour qu'ils puissent se croiser, parce qu'il y avait des bouchons. Cette largeur, elle a été déterminée. À l'époque, on ne comptait pas en millimètres, en centimètres. Elle a été déterminée, on comptait en coudées. Elle a été déterminée, comme la plupart des véhicules étaient tirés par des bœufs, deux bœufs, eh bien, on a calculé la largeur du cul de deux bœufs, côte à côte, ce qui équivaut à 1435 millimètres. Prochainement, dans les semaines qui viennent, si vous prenez un TGV, que vous êtes lancé à plus de 300 km/h dans ce monstre de technologie, peut-être pensez à ça. Vous êtes suspendu au monde sur deux rails dont la largeur a été déterminée il y a 2000 ans par le cul de deux bœufs. Et bah oui, mais c'est pas super rassurant en fait, parce que tu te dis qu'ils ont pris un chiffre random. C'est pas très scientifique, mais c'est extraordinaire de voir comment on intègre les choses. Alors pourquoi est-ce qu'on est resté là-dessus? Eh ben c'est tout à fait logique. C'est parce que il y avait cette largeur. Après l'Antiquité, il y a eu le Moyen Âge, on a gardé cette largeur qui semblait plutôt pas mal. Et puis au 19e siècle, quand le ferroviaire a été créé, a commencé à se développer, eh bien les premières locomotives, les premiers wagons, c'était des carrioles, c'était des charrettes. C'est pour ça qu'on a adapté finalement les rails à la largeur des charrettes. Je ne pouvais pas commencer ce petit talk sans vous raconter une histoire. Voilà, c'est fait. Si, on va pouvoir briller en société. Ah ouais, oui, 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 oui. C'est d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin, apporter son petit caillou, sa petite pierre, apporter, pourquoi pas, de l'innovation, bien sûr, c'est ce que vous faites, mais aussi un éclairage, de la connaissance, ça fait, c'est tout à fait légitime dans votre pratique de designer. Pour finalement, sans être prétentieux, mais toutes ces petites choses que l'on peut faire contribuent à rendre l'environnement, le monde meilleur. Oui, on facilite, ok, on facilite l'expérience de l'utilisateur.
toutes ces choses-là, en fait, oui, on facilite la vie des gens, mais ça fait partie aussi je pense, de la philosophie de votre travail de designer. La conception d'une histoire, comment est-ce que ça se construit une histoire? Les personnes avec qui je suis intervenu ont sans doute entendu cela. Quand on parle de la conception d'une histoire, on parle de dramaturgie, au sens large du terme. Et c'est un exemple que je prends très très souvent parce qu'il y a des règles, nous allons le voir, dans la conception d'une histoire, et les règles sont là pour être déconstruites, pour être réappropriées en fonction de quoi? Eh bien, en fonction du contexte, de l'histoire que l'on a à raconter, à qui on va la raconter et pourquoi on va la raconter. Toutes ces choses vont déterminer le comment on va la raconter. On va pas commencer par se dire: «Ah, j'aimerais bien faire une histoire qui soit un peu comme une enquête policière dans mon» et puis que ce soit pas du tout adapté ni au sujet, ni au contexte, ni à la cible et cetera. Donc, après il y a différentes structures. Ces structures sont là pour être déstructurées. Quand je vous disais cet exemple que je prends très, très souvent en dramaturgie, c'est cette série révolutionnaire, cette série télévisée révolutionnaire qui date des années 70, qui s'appelait Colombo. Ah, tu te rappelles? Je vous en ai parlé, Adeline. Qu'est-ce que Colombo? Colombo, il y a qui s'appelle une Bible, qui s'appelle la Bible pour une série, c'est comment ça se passe, quels sont les personnages, etc. Quelle est la construction d'un module, d'un épisode? Eh bien, chaque épisode de Colombo commence exactement de la même manière. Les premières secondes de l'épisode, nous me voyons, moi, le meurtrier, en train de mettre des petites gouttes de poison dans le thé de Pierre. Nous me voyons, moi, le meurtrier, nous me voyons, moi, le meurtrier, en train de scier les freins du scooter de Manuel. Ah non, il a des freins à disque, ça ne marche pas. Bon, enfin bon. Et quand le type a proposé cette histoire, il est allé voir les productions, avant, bien sûr. Toutes les portes se fermaient parce qu'on lui disait non, mais attendez, ça ne tient pas debout votre histoire. On voit tout de suite qui a fait le coup, donc les spectateurs vont zapper. Puisque qu'est-ce qui fait tenir une histoire policière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'intrigues policières partout? Même à notre insu, hein, la construction d'une histoire policière, on la retrouve dans beaucoup d'autres types d'histoires. Mais qu'est-ce qui fait tenir une histoire policière? Ben, il y a un crime, et puis on ne sait pas qui a fait le coup. Donc, suspense, avec des faux coupables, etc. Et puis à un moment donné, c'est le twist final. Finalement, c'est lui qui avait fait le coup. Et là, le type avait complètement déconstruit cette chose-là. On voyait tout de suite qui avait fait le coup. Mais le suspense, ce n'était pas qui a fait le coup, c'était comment Colombo allait remonter jusqu'au coupable. Ça paraît désuet, ça paraît un peu poussiéreux. Peut-être que vous avez vu des épisodes de Colombo chez vos grands-parents. Aujourd'hui, ça paraît désuet, ça a été révolutionnaire. Ça a permis de déconstruire l'histoire et ça a permis évidemment, avec la progression de la narration, finalement, d'avoir ce que vous pouvez voir sur Netflix, des séries qui sont déconstruites, dont la chronologie n'est pas forcément linéaire. On va avoir des flashbacks, etc. Tout ça, c'est un mouvement permanent. Euh, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, évidemment, il y a des structures qui sont, certaines ont l'air un peu rébarbatives. C'est essentiel d'avoir un squelette quand on raconte une histoire, d'avoir ce qui s'appelle un arc narratif qui va nous amener du début à la fin. Mais
Mais on n'est jamais contraint. L'essentiel, c'est d'avoir une structure. On n'est jamais contraint à utiliser telle ou telle structure. On peut, si c'est nécessaire, supprimer certaines étapes, rajouter d'autres. Et à l'intérieur de structures, on peut créer des microstructures. Par exemple, dans votre activité de, de designer, quand vous faites une presse devant un client, vous allez pouvoir, à certains moments, utiliser des microstructures. Dans votre phase d'idéation, vous allez pouvoir greffer une microstructure pour raconter ce qui s'est passé. On peut avoir une structure principale et des petites structures. On peut, si ça nous arrange, eh bien, intervertir les choses. L'important, c'est que ce soit optimal pour notre histoire et que ce soit, évidemment, c'est destiné à quoi? C'est destiné non pas à manipuler les gens, mais une histoire, c'est destiné à les hanger, les accrocher dès le départ et ne plus les lâcher. Allez, c'est parti. Je vais, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé mais qui me tient vraiment à cœur. Avant de se demander comment est-ce qu'on va raconter notre projet, notre travail, notre solution, il faut se poser une question essentielle, les amis. Il faut se dire, il faut se demander qu'est-ce qu'on va raconter, pourquoi, à qui. C'est ce qui s'appelle s'adapter au contexte. S'adapter au contexte, c'est une série de questions auxquelles selon moi, on doit avoir réponse dans votre pratique, avant même de se demander comment est-ce qu'on va dire les choses, etc. Toujours, 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 toujours être dans le contexte. J'aime beaucoup cette formule, cette citation du poète Rilke. Posez-vous toutes les questions, vous entrerez doucement dans les réponses. C'est peut-être quelque chose qui peut vous parler en tant que designer. Un designer doit se poser sans arrêt des questions. Et pourquoi? Pourquoi? Vous connaissez peut-être l'exercice d'idéation des 5 pourquoi, mais on va chercher toujours pourquoi, toujours pour être de plus en plus précis. Le contexte, c'est ça. L'étude du contexte, mon histoire, mon message, qui s'appelle un message aussi, une histoire, eh bien, va être généré par un certain nombre conditionné par un certain nombre de questions auxquelles on peut répondre en quelques minutes, en prenant une feuille de papier A4, en faisant 7 colonnes. Je vais assez vite là-dessus parce que c'est pas la partie la plus glamour, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Si vous prenez peut-être ces quelques minutes, peut-être un petit peu plus de temps, peut-être des fois il faut envoyer un mail parce qu'on n'a pas des réponses à certaines questions, peut-être des fois il faut passer un coup de fil, mais je vous en supplie, prenez le temps de faire ça. Ça évite d'être inadapté, hors sujet. Ne pas se poser ces questions qui sont absolument essentielles. La première, c'est le qui. Dans ce qui, il y a deux qui. Il y a qui je suis moi. Quelle est ma casquette? Est-ce que j'interviens en équipe avec Adeline, Manuel et Morgane? Quel est mon rôle? Quelle est ma casquette? Est-ce que je suis PO? Est-ce que je suis chef de projet? Quel est mon périmètre à moi? Et à qui je m'adresse? C'est vraiment essentiel. On ne va pas raconter la même histoire de la même manière selon les personnes que l'on a en face de soi. Je vous l'ai dit, mais je ne le répéterai jamais assez, je pense. Il est essentiel de s'adapter aux personnes, puisque c'est pour eux l'histoire. Il est essentiel de s'adapter aux personnes à qui on raconte l'histoire.
à leur niveau de langage, bien sûr, mais aussi, oui, on va évidemment doser notre jargon pro, notre jargon professionnel, votre jargon de designer, en fonction des personnes que vous avez en face de vous. À quoi ça servirait de raconter une histoire que les personnes ne comprennent pas? Évidemment. Je reprends cet exemple. On a fait un workshop d'idéation en mode agile. Ça peut aussi se dire, on s'est regroupé et on a généré des idées. C'est bien aussi. Faites attention, méfiez-vous. Qui est en face de vous? Est-ce que les personnes comprennent votre langue? Il y a énormément d'anglicismes dans le design. Il y a beaucoup de termes sont, qui font partie du jargon professionnel, mais soyons parler la même langue que les personnes à qui vous vous adressez. Quand vous voulez absolument utiliser un terme qui vous n'êtes pas sûr qu'il soit compréhensible, vous l'assortissez d'une définition plus accessible. Pourquoi est-ce que je raconte mon histoire? Pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi. Ce pourquoi, c'est un verbe. Alors vous allez me dire, dans l'immense majorité des cas, vous, en tant que designer, quand vous racontez une histoire, eh bien, c'est pour convaincre que, eh bien, votre solution prototypée ou prototypable ou votre idée répond à la problématique client, répond au brief. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous allez vous exprimer pour dire justement au client que on s'est planté. Ça va vous permettre de dérisquer, dérisquer, d'éviter de perdre de l'argent sur un projet qui ira dans le mur. Vous voyez, il y a toujours un pourquoi. Pourquoi est-ce que je construis? Pourquoi est-ce que je raconte les choses? Le quoi, c'est ce qui s'appelle qui est absolument essentiel, le cœur de message, ce qui est au centre de ce que vous allez raconter. Et votre quoi, c'est absolument essentiel. Vous allez pouvoir parfois le servir en entrée dans votre intro, en plat et en dessert. Et parfois, vous allez le révéler à la fin. Le quoi, comment l'identifier? C'est très simple. Vous vous posez une question. Quand les gens auront écouté mon histoire, quand ils partiront, s'il devait rester une seule chose de cette histoire, qu'est-ce que ce serait? Et là, vous tenez votre quoi. Nous reviendrons au quoi et au pourquoi quand on parlera tout à l'heure d'une structure, la structure en Golden Circle, la structure de Simon Sinek que vous connaissez probablement. Après, bon, les autres questions sont étroitement liées ou comment est-ce que je vais pouvoir raconter mon histoire? Vous avez plein de nouvelles formes, c'est extraordinaire. Maintenant, on explose les formes classiques de narration. Avant, on était un peu contraint. On n'avait pas exploré beaucoup d'autres choses, mais il y avait la forme de la présentation devant client, il y avait la forme de la conférence ou du webinar. Maintenant, il y a beaucoup d'autres possibilités. Euh, Pourquoi pas les podcasts, pourquoi pas trouver d'autres façons. Il y a énormément de façons de raconter une histoire. On peut la raconter visuellement. On peut enlever tous les mots. On va explorer ça un petit peu. Le combien et le quand, tout ça, toutes ces questions sont liées, bien sûr. À combien de personnes je raconte mon histoire et quand c'est la durée, de combien de temps est-ce que je dispose, parce que ça aussi, c'est essentiel. Certaines personnes disent les histoires les plus courtes sont les moins longues. Les moins longues ou les meilleures?
Non, mais c'est une formule. Les histoires les plus courtes sont les moins longues. Évidemment, vous le savez, vous le pressentez, vous le savez, plus on dit de choses, moins il en reste. Et il est vraiment essentiel de comprendre ça et de s'adapter. Si vous avez un format court pour raconter votre histoire, il va falloir évidemment contextualiser, mais prioriser des choses, c'est un mot qui vous parle, bien sûr. Ah, ça c'est la formule anglo-saxonne, c'est exactement la même chose. OK, maintenant, parlons construction de l'histoire, structure. Comme je vous l'ai dit, il y a des structures qui sont il y en a certaines qui sont pas très appétissantes. Ce que vous utilisez, vous, en tant que designer, la plupart du temps, c'est ce qui s'appelle la structure chronologique. Partez du début, la problématique client, la problématique business, la problématique utilisateur, toc, et vous allez dérouler chronologiquement votre travail de recherche. Voilà, éventuellement votre, vos, 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 vos interviews, votre, vos idéations, enfin tout ce qui va aller, tout ce qui va aller vers une solution, chronologiquement, jusqu'à ce que vous proposez. C'est efficace. C'est une structure d'ailleurs qui permet, parce que on va voir qu'il y a une structure qui clairement s'appelle le storytelling. Mais vous pouvez, dans cette structure-là, vous pouvez disséminer, bien sûr, des touches de storytelling. Ce n'est pas la seule façon, bien sûr, de raconter votre histoire. Parfois, pour générer de l'attention, parce que, encore une fois, l'histoire, le contexte s'y prête, eh bien, il est intéressant de ne plus utiliser cette structure ou de l'utiliser différemment. Je passe très vite sur la structure dialectique, qui n'est pas particulièrement sexy, mais qui, encore une fois, pour vous, peut être très intéressante, même si ça rappelle l'école, la structure dialectique, pour, contre, eh bien, quand il faut prioriser, en fonction de critères de désirabilité, euh, de gains pour l'utilisateur, de gains pour le business, et ben, ça peut être pas mal aussi. Une structure que j'aime beaucoup, c'est la structure en diagnostic médical. On identifie une problématique, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dysfonctionne. Notre persona sort du restaurant, il est 22 heures. Il ne trouve pas de Uber, il ne trouve pas de véhicule pour rentrer chez lui. Comment on pourrait faire pour que ça aille mieux? Le diagnostic médical, c'est ça. On identifie une problématique, pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Et la force de la question est vraiment essentielle. C'est très très important dans la narration. Et d'ailleurs, dans la narration de tous les jours. Si vous dites, vous travaillez sur une fonctionnalité pour allez, on va dire, une plateforme qui propose de l'art en ligne et que vous dites: «On pourrait rajouter une fonctionnalité de chat». Les gens vont vous dire: «Ouais, ouais, votre équipe, bon, ils vont être». Si vous leur dites: «On propose de l'art numérique, des contenus, de la musique, du spectacle, des tableaux, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui
Parce que quand les gens, physiquement, consomment, entre guillemets, avec 2 kilomètres de guillemets, consomment de l'art, en présentiel, qu'est-ce qui est important? Bah, ce qui est important, c'est qu'ils se parlent, qu'ils échangent, qu'ils se rencontrent. Et vous voyez, en fait, chaque fois que l'idée, et ça, vous le savez en tant que, j'allais dire de praticien, mais oui, de praticien de l'idéation, chaque fois que vous faites cette maïeutique, que vous posez des questions, que vous faites appel à l'intelligence des gens, eh bien, ils s'impliquent et il y a quelque chose qui est absolument important dans votre métier qu'on a tendance à oublier. OK, la qualité des solutions que vous proposez, et cetera, mais aussi l'acceptation des solutions et l'enthousiasme que vont mettre les gens à les mettre en action, bien sûr, surtout en entreprise. Donc la question, c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Quels seraient les effets, comme un médicament, vous voyez, quels seraient les effets de cette solution? Et puis après, qu'est-ce qu'on décide? OK. Alors après, nous avons le mélange chronologique diagnostique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a essayé déjà? Qu'est-ce que l'entreprise a essayé comme solution? Qu'est-ce que ça a donné? Nanana. Et qu'est-ce qu'on pourrait essayer maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donnerait? Vous voyez, c'est un mélange des deux. La structure Sherlock Holmes, c'est véritablement une structure policière, hein. Euh, il y a une partie manipulatoire au sens. Ce mot manipulation est vraiment teinté assez négativement. C'est malheureux parce que la manipulation n'est pas forcément au service La manipulation est partout, de toute façon, hein. Elle est partout, 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 partout. Quand vous faites un sourire à quelqu'un, c'est une forme de manipulation. Donc, bon. Euh, En tout cas, ça peut sembler manipulatoire, puisque dans cette structure-là, on va euh, faire croire que on a une. C'est quand on veut vraiment prioriser une solution entre plusieurs et que on a déjà ses réflexions. Donc, on va dire, quand on pressent que dans l'équipe avec qui vous travaillez, il y a des personnes qui privilégient telle ou telle solution. Donc, oh, prenons cette solution et voyons où ça nous mène. Ah, on arrive dans une impasse. On pourrait peut-être essayer ça alors. Essayons, ta 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 ta. Et voyez, vous argumentez, vous prouvez que c'est pas ce qu'il nous faut. Évidemment, vous allez arriver non pas au vrai coupable, mais à la bonne solution, celle que vous avez privilégiée. Ça, je passe très vite. L'idée, c'est juste de vous montrer qu'il y a 15 milliards de structures et que on est, il est dommage. Il est dommage de rester ligoté, d'utiliser toujours la même façon de raconter les histoires. On peut, aller, si on veut pas se planter, on peut rester sur une structure classique de storytelling évolutif, en mettant peut-être des petites touches qui vont pimenter tout ça, on va voir lesquelles. Et puis, on peut complètement changer la structure au service de notre histoire. Structure SOPI, voilà, situation. L'important, c'est vraiment toujours d'avoir un squelette. C'est essentiel pour vous, pour déployer votre histoire, et c'est essentiel pour les personnes qui vous écoutent. Si les personnes qui vous écoutent pressentent que y a pas, vous êtes un petit peu, vous naviguez comme ça sans lien entre les différentes étapes, ça les inquiète et ils ont tendance à décrocher et à moins entrer dans votre histoire. La structure journalistique, bon, ça c'est peu adapté. La structure journalistique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les questions CQQ, c'est occupé, qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Ça, c'est une structure que vous pouvez utiliser avec vos commanditaires, vos clients, quand vous êtes dans des réunions de cadrage. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui.
mais toutes ces questions qui doivent être posées, hein, qui, quand, quoi, comment ou pourquoi, où est-ce que vous voyez votre produit dans 3 ans, où est-ce que ceci, cela. Bon, ça c'est vraiment la structure journalistique, c'est intéressant pour vous, mais dans une autre partie de votre activité. Aspects et critères, hein, sur le plan de la com, sur le plan de ceci, sur le plan de cela. Voilà, c'est pas très sexy comme structure. Le pitch d'entreprise, voilà, qui peut être intéressant. Le pitch d'entreprise en structure, c'est quoi? C'est à quoi ça sert? Avec quoi? À qui ça s'adresse? Qui vous êtes, vous? Vous voyez que vous, dans cette forme de pitch, on commence pas forcément par parler de soi, parce que ce qui est le plus important, c'est pas ça, c'est pas soi, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment se passe éventuellement le processus commercial et comment se passe, ce qui vous parle beaucoup plus à vous, évidemment, le voyage du client, son parcours. Et voici le fameux Golden Circle pour raconter une histoire assez simple finalement. Traditionnellement, quand on parle d'un produit, d'un service, d'un objet, eh bien, traditionnellement, on commence par parler de l'objet. Voici une magnifique tasse entièrement fabriquée artisanalement en Normandie, nanana, ceci, cela, etc. Et puis éventuellement, on parle du comment, rarement du pourquoi. Eh bien, ce n'est pas Simon Sinek qui a inventé ce cheminement-là. L'idée, c'est d'inverser les choses, de commencer par parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pour qui? Qu'est-ce que ça va changer? Et puis, comment on les fait? Et enfin, en bout de ligne, quoi? Notre produit, notre service. Si on, pour prendre un exemple de content marketing, si on prend le cas Apple, c'est très clairement ce qui est utilisé dans la stratégie de communication d'Apple. Pourquoi on fait les choses? Hein, nous croyons que tout ce que nous faisons est un défi aux conventions, un défi à penser différemment. Après vient le comment on le fait. Comment on répond à ce défi? Eh ben, on donne à nos produits un magnifique design et on les rend hyper simples à utiliser. Et évidemment, là, on n'a qu'une envie, c'est de les boire normalement. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on conçoit ces produits. Si vous avez un vrai pourquoi, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez a un vrai pourquoi, pas un pourquoi bidon, bidouillé, eh bien, c'est très puissant. Cette façon de concevoir une histoire, c'est une façon de concevoir une histoire, d'une certaine façon pitchée, assez simple. Il y a pas mal de structures narratives qui se sont développées grâce notamment à cette entreprise remarquable qui est une association qui s'appelle TEDx. Entendu parler de TEDx, c'est une association internationale et, et- et- et qui a beaucoup fait évoluer la narration, un certain nombre d'explorations, avec des bons côtés et des moins bons. Des moins bons quand cette forme de storytelling à la TEDx, vous avez certainement vu des conférences TEDx, on peut avoir parfois cette impression un peu amère de déjà vu. Quand on est vraiment, et je vous en parle parce que il y a une chose qui est essentielle dans le storytelling, c'est l'authenticité. Si on utilise une recette, comme c'est malheureusement assez régulièrement fait dans les conférences TEDx, c'est-à-dire on va voir tout à l'heure comment c'est construit, mais on va commencer par un inside scoop, hein, une petite anecdote personnelle, et puis après euh, euh, on va utiliser ce qui s'appelle la dissonance cognitive. Bon, si c'est
processisé à l'extrême, et ben, ça sonne faux. C'est vraiment une dimension essentielle, cette dimension d'authenticité. Alors et malheureusement, parfois dans les conférences TEDx, il y a ce côté préfabriqué où, voilà, la personne va faire 4 pas et demi, le sur le côté, va enlever ses lunettes et va nous regarder comme ça. «J'ai fait une découverte extraordinaire la semaine dernière» et ça, c'est un storytelling qui sonne faux. Pour pour illustrer ça, les personnes avec qui nous avons échangé lorsque nous étions en formation, je vous l'ai dit, tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux que l'on invente sont faux. Et c'est pareil pour les histoires. Si on a quelque chose qui est trop verrouillé, qui est trop processisé, eh ben, ça marche pas. Comment rendre ça, c'est quelque chose d'organique en fait, une histoire. Continuons. Petite question. Oui, Quentin demandait, du coup, si toi tu as une structure, peut-être que tu préfères en fonction des contextes, j'imagine? complètement, complètement, complètement. Il y a une structure que j'aime beaucoup et que nous allons voir d'ailleurs un petit peu après. Donc, Pas de spoil. OK, ouais, on a compris. un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Heu, donc la promenade hallucinante, c'est en fait, c'est un cheminement chronologique dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui je vous l j'en supplie, chaque fois que vous faites des ateliers, collectez, 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 collectez. Faites des photos de vos boards. Faites, heu heu, faites une photo de, votre, au moment où vous avez reçu votre brief, où vous êtes tous là en train de vous arracher les cheveux avec vos tasses de café. Collectez cette vie, ces petits moments, collectez ce moment où votre premier utilisateur, Josépha, sera votre chat. Parce que et beh mais tout ça, ce sont des touches de storytelling qui sont essentielles, 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 essentielles. On on le voit, mon Dieu, quand vous restituez des ateliers et qu'on a juste des personnes, bah, il y a pas de vie, il y a pas de gens, il y a pas de tout ça n'est pas incarné et ça fait partie du storytelling aussi, tout ça. Ce storytelling visuel, ces moments off qui sont très, très puissants parce que ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que tout ça, les amis, c'est de l'expérience humaine, c'est de la vie. Et quand c'est juste avec de la data, heu, des chiffres, voilà, des dot voting et cetera, bah, ça manque un peu de l'essentiel. OK, démonstration dynamique, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais quelqu'un qui fait même un qui va commencer sa presse en nous faisant une démo avec même avec un proto basse def, un truc en carton, bricolé dans une boîte de chaussures et cetera. Heu, L'une des personnes qui raconte l'histoire va jouer l'utilisateur et cetera. Qu'est-ce que c'est puissant! Qu'est-ce que c'est puissant quand on nous plutôt que de nous dire: «Voilà, alors notre utilisateur va faire ceci» et cetera, le vivre, montrer comment ça se passe. C'est très, très ça peut être très, très puissant. C'est ce qui s'appelle la démonstration dynamique. OK. Je vous ai raconté peut-être, c'est une forme de démonstration dynamique, cette intervention qu'avait faite, heu, Bill Gates qui est, très investi avec son épouse. Ils sont très investis dans la lutte contre le paludisme et il faisait une intervention, pour récolter des fonds. Il est arrivé sur scène, il avait une petite boîte, il a ouvert sa boîte,
toc, et là, des moustiques sont sortis de sa boîte. Il y a eu une espèce de panique au premier rang. Les gens se sont commencé à se reculer. Il leur a dit: «Ne vous inquiétez pas, ceci ne porte pas le palu». Mais alors c'est très osé évidemment de faire peur aux personnes. Cela étant, il leur a fait vivre une expérience. Vivre une expérience, c'est la façon la plus forte, évidemment, d'impliquer les gens dans une histoire. Pour vous, ça peut être beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Pourquoi pas utiliser les sens des personnes qui vont vous écouter dans votre histoire? Parce que le storytelling, ce n'est pas que des mots qui sont projetés sur des slides, ce n'est pas que des mots qui sont dits, c'est un environnement. Ça peut être, pourquoi pas, des sons, des odeurs, le goût. Cette personne qui montrait, qui essayait de désacraliser ce que c'est que la créativité, l'idéation. Euh, Elle avait un frigo sur scène et elle ouvre son frigo et elle prend elle regarde les restes qu'elle a dans son frigo et elle va créer une recette avec les restes qu'elle a. C'est ça la créativité, c'est trouver des solutions à des problèmes. Et vous voyez, c'est tellement plus puissant que quelqu'un qui va nous expliquer techniquement, etc., que ceci, que cela. Toutes ces choses-là sont à votre service. Évidemment, parfois, il ne faut pas en faire trop selon les personnes que l'on a en face de soi. Il faut s'adapter toujours, toujours, toujours cette histoire de contexte. Et parfois, on peut aller très, très loin selon les personnes, l'histoire que l'on a à raconter et les personnes que l'on a en face de soi. Ah, nous y voilà enfin! 10h30. Nous y voilà. Le chemin le plus court pour parler à la tête, c'est de parler au cœur. C'est tellement vrai. Dès que vous parlez au cœur, dès que vous parlez à l'émotionnel, quelque chose vibre chez les personnes. Et ce n'est pas, il ne faut pas s'en faire une montagne, hein. Il ne faut pas s'en faire une montagne. C'est-à-dire que ça peut être des micro-touches, des choses vraies, encore une fois j'insiste, des choses authentiques. Mais ça peut être une petite phrase d'accroche quand vous racontez votre histoire. En faisant nos recherches sur cette problématique, j'ai vraiment, vraiment été surpris de voir à quel point les gens étaient concernés par ce problème, qu'ils le rencontraient chaque fois. Oui, ça peut être des choses qui ont l'air microscopiques. Il ne s'agit pas faire du storytelling, ce n'est pas se mettre tout nu, forcément. Ce n'est pas évidemment, ça a un lien direct avec l'émotionnel, mais c'est pas forcément des choses très, 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 très impudiques. Ça vous implique pas forcément énormément, mais il est essentiel de mettre toutes ces touches-là, et dès que vous parlez d'humain, en fait, d'expérience, de vie, ting, les gens écoutent. Très souvent, la structure, ce qui s'appelle la structure narrative, elle se déroule sur une trame chronologique d'ailleurs, mais qui peut être modifiée, ce qui s'appelle la trame DCR. Début, conflit, résolution. Le début, c'est la situation initiale, tout ce qui se passait jusqu'à présent. Et puis, il se passe un événement qui va bouleverser l'ordre des choses. Ça s'appelle le conflit. C'est pas forcément un conflit, hein. C'est un événement. Ça peut être aussi une opportunité qui s'offre à nous, vous voyez? C'est quelque chose qui va bouleverser l'ordre des choses. Et alors après, il va y avoir toutes les aventures, évidemment, avec un certain nombre d'étapes, et puis ce qui s'appelle la résolution. C'est ce qu'on appelle la structure de storytelling, c'est la structure des contes pour enfants.
Il était une fois un petit chaperon rouge qui, tous les jours, allait dans la forêt avec son petit panier, et sa galette et son pot de beurre, nanana, et qui allait voir sa grand-mère, et tout, jusqu'au jour où, il se passe un truc, un méchant loup, nanana, veut la manger, etc., etc. Il s'ensuit les aventures, les aventures, les aventures, les aventures, les aventures, jusqu'à la résolution et éventuellement une morale. Alors, il y a des ingrédients dans cette histoire. Déjà, il y a une espèce de timeline, comme je viens de vous le dire. Il y a une situation initiale qu'on pose, un cadre. Évidemment, on ne va pas utiliser ça dans nos pratiques, on ne va pas utiliser le il était une fois, mais il y a une situation, voilà, qui se passe. Et quelque chose va faire qu'un événement va se produire, qui va faire que ça va changer les choses. Et il y aura toutes les aventures, toutes les aventures, toutes les aventures, jusqu'à la résolution et éventuellement une morale ou une ouverture demain. Ça, c'est la timeline. Toute bonne histoire commence ainsi. Once upon a time. Il était une fois. Il était une fois un designer qui s'appelait Manuel et qui est... Une fois, nous avons un héros, une héroïne. D'ailleurs, qui n'est pas forcément une personne incarnée, ça peut très bien être notre appli, notre solution, notre service. On verra tout à l'heure. Je ne vais pas embrouiller les choses. Toc, un jour, il se passe quelque chose. Toujours l'événement déclencheur. Alors, notre héros, notre service, va devoir faire quelque chose. Et bien sûr, il va y avoir des embûches en chemin. On doit affronter, bien sûr, un certain nombre d'embûches comme dans toutes les bonnes histoires. Mais il y a aussi des personnes ou des choses ou des super pouvoirs ou ceci, cela qui vont nous aider. Et enfin, on va parvenir à quelque chose. On va parvenir à une résolution. Et il y aura une ouverture ou une morale. Voilà un certain nombre d'étapes. Dans vos narrations, elles ne sont pas toutes indispensables. Ce qui est indispensable, bien sûr, c'est d'avoir un héros et une quête. On va voir que les embûches, c'est pas forcément indispensable. La morale n'est pas forcément indispensable non plus. Regardons, prenons un exemple. Alors là, ça va être un exemple. Alors, il était une fois un petit poisson qui s'appelait Nemo. Nemo, c'est le père ou c'est le fils? Je ne sais plus qui a vu Nemo. Le fils. C'est le fils. Fils. Bon, je ne sais plus comment s'appelle le père. Papa. Non. Qui c'est? Marin, non? C'est pas ça? Ah, voilà. Oui, merci. Adeline savait aussi. Il était une fois un poisson qui s'appelait Marin, qui avait un fils qui était veuf, le malheureux, et qui avait un fils qui s'appelait Nemo. Ce papa marin était hyper protecteur avec son... Ça, c'est le contexte. Ouais, il était hyper protecteur avec son fils. Il disait, oh, faut pas faire ci, oulala, faut pas faire ça, oulala, faut pas t'éloigner trop, oulala, non, là, faut pas aller, là, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Évidemment, il arriva à ce qui devait arriver, c'est que le petit Nemo, avait tellement marre qu'on lui interdise des choses qu'un jour, il s'aventure à un endroit où il n'aurait pas dû aller. Et ceux qui ont vu le film, je ne vais pas spoiler, mais enfin bon, savent que évidemment, il va lui arriver des bricoles. Il va lui arriver des bricoles, oui. Et il s'ensuivit une quête de marin pour retrouver son fils. Dans cette quête, il va rencontrer des gens qui vont l'aider et puis il va aussi rencontrer des obstacles. Voilà, c'est toutes les aventures, jusqu'à ce que, au final. Et
la morale de l'histoire, évidemment, elle est assez simple et universelle. Eh bien, c'est que le vrai amour est basé sur une confiance réciproque. C'est un peu la morale de cette histoire. Puisqu'à la fin, bon, on peut imaginer, c'est Pixar, hein, je ne vais pas sans trop vous spoiler en vous disant que ça se termine plutôt bien quand même. Ils se retrouvent. Ok. Mais, vous allez me dire, nous on fait pas du Pixar, on fait peut-être pas de. Vous savez que le garage des parents de Steve Jobs a été classé monument historique. Il se visite, incroyable, incroyable. C'est exactement la même structure. Il était une fois, moi et mon copain, qui bricolions dans le garage de, de, de mon père, au fond du garage, etc., jusqu'au jour où donc, on parvient à pirater le système des télécoms, etc., etc., etc. Et toutes les aventures, et les mésaventures aussi, puisque je vous rappelle que Steve Jobs a été évincé pendant un temps de Apple, et puis ils sont revenus le chercher avec un pont d'or. Mais c'est la même chose, c'est la même structure. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ont tendance à raconter leur histoire sur cette structure-là. Si pour simplifier un petit peu, j'ai enlevé la timeline là, hein, toc, 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 que j'avais sur le côté. Et puis, j'ai enlevé également l'incident déclencheur, parce que c'est pas toujours, l'incident déclencheur n'est pas toujours présent, pour vous donner des informations supplémentaires. Le héros, c'est ce qui s'appelle, et pour entrer dans votre activité un petit peu plus, le héros, c'est ce qui s'appelle le protagoniste. Là, il va y avoir un petit peu de vocabulaire, pas trop. Le protagoniste de notre histoire, ça peut être soit le narrateur, vous, l'entreprise, le produit, le service, soit ce qui s'appelle le narrateur. Le narrateur, c'est la personne à qui est destinée l'histoire que vous racontez. Très souvent, pour vous, dans votre storytelling, eh bien, le héros, c'est votre utilisateur, que vous mettez au centre, bien sûr. Dans UX, il y a user. Mais pas toujours. Pas toujours. Ça peut être le service, ça peut être l'appli que vous proposez, ça peut être la solution que vous proposez. Il y a une quête. On va voir ce que c'est que la quête. Et il y a toujours une quête. Ça, oui. Sinon, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de quête. Il y a ou pas ce qui s'appelle l'antagoniste. Vous voyez, protagoniste, antagoniste, ça va être quelqu'un, ça va être le contexte qui n'est pas favorable, ça va être les contraintes que l'on va avoir budgétaires. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses à la fois concrètes et ça peut être des choses subjectives, ça peut être tout un tas de choses. Évidemment, dans votre cas, souvent, les contraintes liées à la problématique que l'on a, parfois à faire converger les attentes business et les besoins de nos utilisateurs qui ne sont pas forcément, qui trouvent pas forcément un point de convergence, etc. Bon. Là, c'est ce qui s'appelle l'adjuvant. L'aide que notre protagoniste va recevoir. Ça peut être effectivement une fonctionnalité, ça peut être une personne externe, ça peut être un service, etc. Et enfin, là, quand on parvient au résultat, c'est la résolution. Et puis, dans le monde de l'entreprise, cette étape dernière qui est la morale n'est pas toujours là. C'est souvent remplacé par le next step. Hein, et demain. Enfin, ou peut-être un regard plus élargi, ou qu'est-ce que ça nous a appris et vers où on pourrait aller. Parce que c'est une histoire qui est en perpétuel mouvement. La démarche design, c'est jamais fini en fait. on essaye d'améliorer les choses. Qu'est-ce que c'est que la quête?
La quête, c'est évidemment ce qu'on va vouloir résoudre. Il y a une typologie, alors c'est vraiment à la louche, euh, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a une typologie de 7 quêtes. 7 quêtes différentes que l'on va retrouver, qui ont été classées par souci mnémotechnique en fonction des jours de la semaine, avec à chaque fois leur dieu ou déesse tutélaire. Le dimanche, la typologie, il va y avoir des entreprises, des produits. Des produits, c'est pas forcément une entreprise peut avoir plusieurs produits qui ont des typologies différentes. Il peut y avoir le dimanche, le lundi, le mardi. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond à l'histoire qu'on va vouloir raconter. Donc notre quête des entreprises qui sont, qu'on soit bien d'accord, hein, euh, l'histoire que vous racontez, c'est pas forcément l'histoire que l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà, vous n'allez pas forcément avoir la même typologie pour votre histoire que la typologie de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais il est intéressant de la connaître, de la comprendre pour savoir ce qu'elle attend, ce dont elle a besoin. Typologie du dimanche, ce sont des entreprises, des personnes qui sont un peu au service du monde, de l'humanité. Voilà, soit que ça peut être tout petit, mais ça peut être beaucoup plus vaste. On partage les connaissances, on essaye de changer la vie des autres. Typologie c'est Apollon, c'est le soleil, voilà. Typologie du lundi, ce sont souvent des entreprises qui ont été confrontées à une crise. Ferrero, tout récemment. Ferrero va être contrainte de communiquer sur cette typologie-là. Ça a été le cas, vous savez, avec la Société Générale. Après l'affaire Kerviel, où ils avaient dépensé, enfin, voilà, où vous avez perdu des milliards en jouant au casino avec notre argent. Ce sont des entreprises qui ont besoin de rassurer parce que il y a un préjugé négatif. Ou ce sont des entreprises qui sont pas reconnues, beaucoup dans le B2B, des entreprises qui ont besoin que la lumière vienne sur eux. Mardi, c'est une typologie guerrière. C'est je veux être le meilleur. Et je lutte. Pas mal d'entreprises dans les startups sont dans cette typologie-là. On va voir après des exemples d'entreprises. Mercredi, c'est quand on veut inspirer la confiance, rassurer ses utilisateurs, être proche d'eux. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans la démarche UX. Je pense que le dimanche et le mercredi sont particulièrement adaptés. Le jeudi, alors là, c'est quand on est en haut du podium. On a un pouvoir, on communique là-dessus. Et c'est ce qu'on raconte. On est le plus fort, on est le plus puissant et on entend bien le rester. Les histoires du vendredi, Vénus, ce sont des histoires qui sont destinées à mettre en valeur les utilisateurs, les clients, les rendre beaux et jeunes, éternels. Et ça fonctionne essentiellement sur un ressort qui est désir. Typologie du samedi, là, c'est disruptif. Ce sont des personnes qui veulent, qui sont clairement dans l'innovation, la folie. On s'affranchit des règles. Et c'est plutôt axé d'ailleurs vers. C'est, cette typologie-là, elle est souvent assez clivante. On va voir des exemples concrets. Alors, on peut avoir des exemples de mythes, hein, pour le dimanche, voilà, Simbad le marin, qui est
qui éclaire le monde. Le lundi, ça va être le vilain petit canard qui veut devenir beau. Mardi, ça peut être David contre Goliath, la lutte du challenger pour être le meilleur à la place du leader. Mercredi, le petit prince. Jeudi, ça peut être Superman. Vendredi, Cendrillon, le mythe de la beauté. Et samedi, le rebelle Robin des Bois. Si on prend des entreprises, des exemples d'entreprises, et ben dans une typologie du dimanche, clairement, on va avoir Orange c'est l'histoire qu'Orange raconte. On relie les personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité extraordinaire, un type qui appelle un pote à lui, le type est en France et il appelle un pote à lui qui est sur la muraille de Chine. Et il dit le soleil se couche là, et puis l'autre il voit le soleil qui se lève, etc. Vous avez vu cette pub il y a quelques années, c'était absolument magnifique. Et voilà, on apporte, on- on- là clairement on éclaire le monde en plus avec le soleil, mais on apporte quelque chose, que ce soit énorme ou que ce soit sa petite pierre, on apporte quelque chose aux autres. Lego, bah oui, Lego, c'est créer des mondes qui soient à la hauteur de votre imagination, c'est-à-dire infini. Le futuroscope aussi est dans cette typologie-là d'histoire. Le lundi, eh bien, par exemple, clairement, Hogarden, je ne sais même pas comment ça se prononce, ou Reuterhaft, vous savez, les pastilles. Vous voyez que ça peut se faire communiquer quand on a un problème d'image, communiquer, ça peut se faire aussi par l'humour. Puisque Hogarden, justement, je crois que dans leur communication, ils disent la bière au nom imprononçable. Ils l'assument complètement, ils vont jusqu'au bout. Mais ils ont besoin d'avoir la lumière un petit peu sur eux. Bouygues, avec toute l'image un peu catastrophique, qui réelle ou supposée autour de cette entreprise, mais parfois réelle aussi, qui a besoin de s'acheter une forme pas de virginité, mais bon, voilà, qui aimerait qu'on ne l'associe pas uniquement au massacre de la planète. Et puis des personnes qui sont dans l'ombre, hein, je vous ai dit, les entreprises du B2B. Le mardi, c'est une typologie guerrière. Et là, on a Pepsi. Pepsi qui axe sa communication sur... d'ailleurs, ils font des publicités qui pourraient être identifiées comme comparatives. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces deux routiers là qui sont un qui boit son Coca, l'autre qui boit son Pepsi, qui finissent par sympathiser, bon voilà, on peut être dans l'humour, mais en tout cas on est quand même dans quelque chose d'assez guerrier. Burger King, évidemment, qui est le challenger du leader qui est McDonald's. Leclerc, voyons. Leclerc. Leclerc avec son comparateur de prix, hein, qui est le moins cher. Et Leclerc est dans ce positionnement-là. Qu'est-ce que nous avons encore? Nike, bizarrement, Nike. Nike est le leader de son marché. Nike est passé devant Adidas. Mais Nike a voulu conserver cette histoire, a voulu continuer à raconter cette histoire de on se bat. Parce que c'est un segment qui est très particulier, c'est le sport. Et le sport, évidemment, vous savez que le sport, le titre est toujours remis en question. Et il y a ce côté vraiment guerrier chez Nike. D'ailleurs, vous voyez le logo de Nike. Vous voyez cette virgule-là. C'est, d'ailleurs, et le logo et le nom Nike viennent de Nike. Ne riez pas. Nike, N-I-K-E, accent aigu, qui est une
divinité secondaire grecque, c'est une déesse grecque qui est des fois confondue avec Athéna, d'ailleurs Athéna Niké, et qui est la déesse de la guerre. Et en fait, déjà il y a le nom, Nike, Niké, et il y a cette virgule qui représente une des ailes de cette déesse. Vous voyez que c'est vraiment, Nike, c'est vraiment quelque chose de guerrier qui est dans le challenge. OK, et évidemment, toutes ces marques particulièrement testostéronées, hein, de bagnoles, etc. D'une façon générale, dès que vous voyez une entreprise qui a un logo sur lequel il y a une bête sauvage, un tigre, un lion, un puma, etc., vous êtes sûr que vous êtes quasiment sûr que vous êtes dans cette typologie-là. Le mercredi, eh bien, le mercredi, inspirer la confiance, c'est ce qu'essaye de faire, par exemple, McDo, en nous disant à longueur de communication que les viandes de bœuf sont de la viande bovine française, etc. Nanana. Agendas, c'est pas vraiment le cas. C'est une erreur que j'ai faite. Agendas, il est plutôt dans une autre typologie, mais nous verrons laquelle. Par contre, Nutella, oui, jusqu'à... Vous savez récemment qu'il y a eu cette crise chez Nutella à cause de l'huile de palme, etc. Donc maintenant, ils vont plutôt être sur une communication bah, du lundi, je pense. Je pense. Bah, ils vont se faire petits, ils vont essayer de faire parler leurs utilisateurs plutôt que eux, enfin leurs consommateurs. Par contre, non, Agendas, je me suis trompé. Mais par contre, Haribo, oui. Tout ce qui est les marques doudou qui nous renvoient, qui nous rassurent, qui nous renvoient à notre enfance, bien sûr. Donc leur communication est complètement axée là-dessus. C'est le cas de certaines banques aussi, hein, nous sommes proches de vous, etc., etc. Le jeudi, c'est les maîtres du monde. Alors évidemment, le luxe, bien sûr, et les leaders sur certains créneaux. Vous voyez que ça peut s'adapter à tout, ça peut s'adapter à l'entreprise pour laquelle vous travaillez en alternance, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous, ça peut s'adapter même à vous. Quelle est votre typologie? Quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter au monde? Et le Puy du Fou qui dit sans arrêt qu'il a été classé meilleur spectacle du monde. Meilleur spectacle de son et lumière du monde. Donc, vous voyez, il est dans cette typologie-là, au-dessus. Emmanuel non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors, le vendredi, c'est sexy. Le vendredi, c'est... Mais c'est... Non, ça joue sur le désir, c'est pas systématiquement sexy, mais quand même. Alors évidemment, on va avoir des entreprises, des communications comme Nespresso, Evian, bien sûr, Evian, vous savez, on reste jeune et beau ah, quand on prend de l'Evian, voilà. L'Oréal, H&M, Zara, ouais, la mode et les cosmétiques. Et enfin, le samedi, eh bien, le samedi, ce sont les entreprises disruptives. Ça, on est dans... on peut être dans une communication qui peut être perçue parfois comme agressive, parce qu'on libère l'essence. Et quand on libère l'essence, on peut libérer aussi bien la violence que d'autres choses. On va voir précisément... on va faire un petit quiz, tiens. Je vous laisse le tableau, là, hein, avec les 7 typologies, et puis ce que racontent ces typologies. Et essayons de voir, par exemple, Nike. Nike, selon vous, ce serait quelle typologie d'histoire? Quel storytelling pour Nike? Qui a une idée? Josepha, tu as une idée? Effectivement, je resterai dans avec Mars, conquérir, ça c'est avec agilité. Avec agilité, vaincre l'adversaire, oui. Dans le chat, on nous dit aussi le mardi.
Ouais, clairement, clairement. Alors que Nike pourrait être dans une typologie du jeudi, dans une typologie de storytelling du jeudi, parce que c'est le boss, mais ils veulent conserver ce côté guerrier. On a aussi une proposition pour le samedi, Alors le samedi, intéressant le pour samedi. Nike, ouais. Euh, Ça pourrait, mais ça reste. Alors peut-être que certains spots, parce que je ne connais pas toute la com de Nike, peut-être que certains spots peuvent être dans euh, la, le fait de tellement surpasser ses limites qu'on atteint quelque chose de complètement dingue. Pourquoi pas? C'est Mais vrai qu'avec Ouais, le Just Do on It, reste quand même. ça peut être le cas. ouais, Ouais, c'est ça. Et l'idée de s'affranchir des règles un peu, créer ses propres. ouais, 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 ouais. Il peut y avoir un peu des deux, mais la typologie la plus marquée, c'est vraiment ça, c'est ce côté challenger. On se challenge soi-même, on va plus loin et on challenge bien sûr les autres. Ce côté assez guerrier finalement. Et là, vous vous rappelez peut-être cette communication de Schweppes, mais de toute façon, la plupart des coms de Schweppes sont là-dessus. Cette pub où Jennifer Lopez entre dans un bar, elle va vers une jeune femme et tout, et on pense qu'elle va l'embrasser, elle se penche vers elle, et puis en fait, elle lui son Schweppes. Là, Mais ce sera un beau vendredi, là. on est encore pire, parce que Ah, Schweppes rend le monde fou. Et vous voyez, on casse les codes. On s'est dit, elle préfère les filles, nanana, nanana. Et puis il y a cette provocation. What did you expect? Et il y a cette idée, vous le voyez d'ailleurs dans leur communication, c'est que le monde, vous vous rappelez notre chronologie de l'histoire. Il y a un monde initial, avec notre héros, etc. Et puis il se passe un truc, nanana, et notre héros va faire ceci, va faire cela. Et bien, dans Schweppes, c'est notre monde initial, tout le monde, excusez-moi, je vais être grossier, tout le monde s'emmerde dans le bar. Tout le monde s'ennuie, le monde est terne. Et puis, c'est Schweppes qui va rendre le monde fou. Vous voyez? Et là, on est clairement dans cette typologie-là. Mais il y a, alors évidemment, c'est bien d'avoir répondu vendredi parce que de toute façon, on est bien d'accord, tout produit, tout service, ou presque tous, euh, sont, non pas tous, mais enfin bon, une bonne quantité de produits et de services sont destinés à être désirables. Donc, on voudrait tous avoir une typologie du vendredi, bien sûr. Mais ça peut être juste la forme et pas le fond. Le fond, c'est vraiment cette folie. Cette folie, voilà, Schweppes va vraiment disrupter le monde et votre vie. Et ça ne se termine jamais, évidemment, puisqu'à chaque fois, il faut recommencer. Google, quelle typologie à votre avis? j'hésite entre un dimanche et un jeudi. Ouais, dans le chat, on nous propose un jeudi aussi. Mais dimanche, éclairer le monde, partager la connaissance, changer la vie des autres. Qu'est-ce que ça permet, Google? Ouais, de chercher Le des dimanche? infos. Ouais. Avoir comme ça tout. On soumet une requête et on sait. La connaissance du monde vient à nous. Alors, euh, ils n'ont pas besoin de. D'ailleurs, quels concurrents ont-ils? Bing. C'est si tu parles que du navigateur et du moteur de recherche, mais au final, Google, maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Mais effectivement, oui, effectivement, il y a quelque chose ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on communique forcément sur le fait qu'on est leader. Ça, c'est important. Et Google communique énormément sur, peut-être à tort, peut-être à raison, mais
sur la typologie du dimanche. On est la façon dont Google se comporte avec ses équipes. C'est pas juste hein, le moteur de recherche. La façon dont Google nous permet. D'ailleurs, le nom lui-même, Google, est vraiment important, hein, puisque Google, si je ne m'abuse, c'est une. C'est une origine numérique, je crois. Hein, Google, enfin, c'est quelque chose d'absolument immense, Google. Je ne sais plus Aucune quel. idée. Hmm. Aucune idée. Aucune Les idée. jumelles. Quand on dit des jumelles. Oui, je crois que c'est un chiffre astronomique ou quelque chose qui a rapport avec, l'univers, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a cette dimension-là de changer le monde. Et je pense que Google est dans cette plutôt c'est plutôt l'histoire que Google raconte. Après, effectivement, Tu l'as connu, non? il n'y a pas ce côté, dans la typologie du jeudi, il y a quelque chose de pas forcément arrogant, mais quelque chose euh, de descendant. Alors c'est plutôt une typologie du dimanche. LVMH, par contre. LVMH, ce serait quoi? C'est jeudi. Non, vendredi, on dit sur le chat. LVMH, c'est Jeudi? leader. On Oui. est dans le jeu. Oui, Et le jeudi. mais c'est une bonne idée d'avoir répondu vendredi parce qu'on joue évidemment aussi sur le désir, mais c'est plutôt une typologie du jeudi. Oui. Les grandes enseignes de luxe, pas intermédiaires, mais de luxe, sont très très souvent, Hermès aussi, sont très souvent dans cette typologie-là. Ah, la Société Générale, justement, bah, on en parlait. Société Générale qui a besoin de rassurer après une grosse crise, donc ce serait plutôt une typo du Mercredi. storytelling, euh, Le mercredi, non? Inspirer la se confiance. remettre d'une crise. Se remettre d'une crise. Ah, le lundi plutôt. Les avis sont un peu partagés. On a le lundi, le mercredi, Ouais. le jeudi. Ouais. Alors le lundi à court terme, parce que ça, évidemment, le but, il y a des entreprises qui ont le même storytelling depuis 80 ans. Et puis, il y a certaines entreprises qui sont destinées à en changer. Il est bien évident que quand on est dans une typologie, dans un storytelling du lundi, ça n'était pas le cas de la Société Générale avant. Elle le fait parce qu'elle a vécu une crise. Une fois que ce sera passé, elle va raconter une autre histoire. Là, ce qu'elle essaye de raconter, c'est regarder, alors très, très humblement, hein, la Société Générale. La Société Générale, maintenant, d'ailleurs, ne parle plus. Elle fait parler ses clients, ses utilisateurs, les petites entreprises, les petits artisans qui parlent à sa place pour se remettre de ça, de cet a priori négatif qu'il y a sur cette société. Cela étant, c'est aussi, vous voyez qu'on n'est pas aussi tranché que ça, elle a aussi cette répondre au mercredi, ça peut être vrai, parce qu'on va vers ça. Une fois que la crise est passée, on va vers très souvent, c'est d'ailleurs très souvent une typologie bancaire, hein, c'est très souvent l'histoire que les banques racontent, inspirer la confiance, parce que spontanément, on n'a pas tellement, pas plus que ça confiance dans nos banques. Nestlé, qu'est-ce que raconte Nestlé? Quelle histoire raconte Nestlé? Regardez les petits oiseaux. Mercredi? Eh oui. Et oui, Nestlé, ça fait partie des marques doudou. Ça nous raconte cette histoire-là. Ça nous rassure, ça nous protège. Ce n'est pas le cas de certaines marques de Nestlé, comme Nespresso par exemple.
Nespresso, qui joue à fond sur la valorisation de son utilisateur, de son client. Donc, pour le rendre beau et désirable, on serait dans une typologie du vendredi. Et là, la petite pomme, C'est jeudi, c'est sûr, non? Il y a jeudi, vendredi peut-être aussi même qui met. eh, bien vu. Vous savez, quand Apple sort un nouvel iPhone, il y a la queue depuis la veille devant les Apple Store. Moi, j'aurais même dit le dimanche. Sur quoi communique Apple? Sur des choses qui sont belles, qui sont valorisantes pour son utilisateur. Apple communique sur cette chose essentielle qui est le désir. La typologie principale d'Apple, c'est le vendredi. Comment est-ce que raisonnablement on peut aller faire la queue la veille pour aller acheter le dernier iPhone, qui coûte très cher d'ailleurs? Parce que là, on n'a plus de raison, c'est notre désir qui prend le dessus. Le désir de faire partie de ceux. C'est valorisant pour nous, voyez, d'avoir le dernier iPhone. Enfin, pour nous, pas pour nous tous, mais pour un certain nombre de nous, et c'est tout à fait légitime. Apple communique essentiellement. Il pourrait y avoir effectivement du dimanche, parce que Apple va nous ouvrir sur le monde, et c'est bien d'avoir répondu ça. Mais il pourrait y avoir également, je ne sais pas s'il y a du jeudi, parce que si quand même, surtout dans la communication de feu Steve Jobs qui quand même Il se c'est un positionne en génie leader. soit, mais il aimait bien le rappeler quand même, hein. Il était de la trempe des Newton et autres. Il avait une. Bon, mais la typologie principale, l'histoire principale que raconte Apple et que veut raconter Apple joue sur notre désir, sur notre envie de croquer la pomme. Et ça aussi, Non, hein? justement, on nous demande dans le chat, est-ce qu'il est possible d'adopter 2 typologies et de faire en sorte qu'elles coexistent? Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ont plusieurs typologies selon leurs produits. C'est le cas du domaine des parfums. Des entreprises qui font des parfums. Tel parfum va plutôt jouer sur une typologie de folie du samedi, un autre sur le vendredi. C'est le cas aussi des voitures, des constructeurs automobiles. Vous savez, il va y avoir des voitures un même constructeur, il va avoir un storytelling différent pour des voitures familiales qui nous rassurent, et puis pour d'autres voitures qui sont des voitures de dingue, quoi. Voilà, et effectivement, il peut y avoir différentes typologies. Il y a il y a la communication corporate aussi, et puis la communication qui est à l'attention de l'utilisateur, qui est important. Mais une même entreprise, oui, il y en a toujours une qui est dominante, toujours. Une qui est au-dessus des autres. C'était le vendredi, évidemment. Cette entreprise-là, quelle est la quête pour cette entreprise-là que vous voyez? Alors? Dimanche. Le dimanche. Oh la vache! Quel emprunt, quel enthousiasme! Je crois qu'il n'y a pas de doute. Eh oui, c'est du dimanche. C'est du dimanche, très, très clairement. Et d'ailleurs, c'est je me non, l'UX peut avoir peut avoir aussi une typologie du mercredi, peut avoir différentes typologies, mais clairement, ce que racontent Pierre et Quentin dans leur communication, l'histoire qu'ils racontent, c'est leur histoire en fait. On va apporter notre pierre à l'édifice, même si c'est un petit peu,
on accompagne les autres. C'est pas un hasard quand on se retrouve d'ailleurs dans la formation. Il y a quelque chose et, qui est très, 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 très visible. D'ailleurs, vous avez répondu sans hésiter. Et il n'y a pas du lundi un petit peu, dans le sens où ils veulent améliorer aussi les choses dans le. Mais ça, lundi. effectivement, mais ça, c'est secondaire. Ok. C'est pas l'histoire principale qu'il raconte. Tu vois, évidemment, tout le monde voudrait être plus reconnu. Évidemment, tout le monde voudrait être plus reconnu quand on n'a pas encore une visibilité de dingue. Tout le monde voudrait être sexy comme le vendredi. Tu vois? Mais ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, qu'est-ce que raconte Donut Panic? Donut Panic raconte déjà, on se prend pas au sérieux et ça va bien se passer. C'est ça que ça raconte aussi, Donut Panic, hein. Tout va bien se passer et, 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 et on partage. Vous voyez, il y a ce partage aussi. Rien n'est anodin en fait, même les choses qu'on fait inconsciemment. Hein, tout ça raconte cette histoire-là, je pense. Je pense. Un petit peu du mal à, si Pierre et Quentin me disaient tout à l'heure, non, non, nous on est plutôt dans un storytelling du mardi, faut dézinguer les autres. Est-ce que vous m'entendez maintenant ou toujours? Oui, Ah super, c'est revenu. Ouais, du coup, merci Alex. C'est toujours difficile d'ailleurs quand c'est notre propre projet, notre propre boîte, oui. etc. Moi, tu vois, je me demandais si on était plutôt mercredi ou dimanche, et je partais plutôt sur mercredi, et ton explication est très éclairante, et en fait, ça fait sens en t'écoutant. Mais c'est vrai que c'est difficile de se situer soi-même. Très difficile. C'est pour ça que c'est Mm. bien de demander aux autres. Et d'ailleurs, pour les entreprises dans lesquelles vous travaillez toutes et tous, ce serait intéressant d'utiliser un peu ça comme un canevas, de voir où est-ce qu'elle entre, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et même au-delà, soi-même, quel est ça peut nous aider d'ailleurs à construire notre pitch personnel, notre storytelling à nous. Bon, voilà. Bon, alors, on a vu quelques exemples. Après, évidemment, on n'est pas contraint dans votre pratique de designer, vous n'êtes pas contraint de vous plier systématiquement au storytelling de vos clients. Simplement, il est important de le connaître, de savoir quelle est l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et quelle est l'histoire qu'ils racontent. Et parfois leur poser des questions. C'est vraiment important pour aller dans le bon sens, pour être convergent, pas forcément pour faire un habillage qui serait faux, un habillage de, de la façon dont vous allez communiquer avec eux, mais en tout cas comprendre ce. Et puis ça permet aussi parfois de comprendre que les personnes se, n'ont peut-être pas suffisamment bien aiguillé leur problématique. Le format, on en parlait tout à l'heure, il y a différents formats. Donc là, on était dans des structures. Le format, c'est la forme que va prendre l'histoire, et bien la taille, la manière de raconter. Je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de nouvelles façons de faire. Depuis quelque temps, puisque tu es là, Quentin, je vois que tu communiques avec moi en m'envoyant des petites pastilles vidéo. C'est top, j'adore ça. Et bon, pourquoi pas feuilletonner notre storytelling? On pourrait faire des choses comme ça. Tout est ouvert. Le format de la presse, c'est quelque chose qui est institutionnalisé. Les choses évoluent énormément. Vous n'êtes pas, encore une fois, contraint de rester toujours dans cette chose qui est
qui a son importance parce que évidemment, quand vous communiquez, quand vous faites du storytelling, votre objectif, c'est de convaincre, de capter l'attention, de rassurer, bien sûr. Mais parfois, je pense que très très vite, surtout dans votre activité qui est tournée vers l'avenir, encore une fois, le, le, l'UX, le design ne s'arrête jamais. C'est jamais fini. On peut toujours s'adapter, aller plus loin. Et il est important que ce soit, que votre façon de communiquer aussi soit dans ce mouvement-là aussi. Alors la conf, pas forcément passionnant. La conf à 2 ou plus, la presse, mais parfois une conférence, c'est important. C'est un format qui est adapté à ce que vous avez à dire. La presse, vous connaissez. L'interview, ça peut être très, très intéressant. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, pourquoi on n'a jamais, enfin, je vois très rarissimement en presse, dans vos presses du X, je vois très, très, très rarement des captations de bouts d'interviews utilisateurs ou de tests. Alors, je sais qu'il y a ces histoires de droit à l'image, etc. Bon, on peut faire signer un formulaire aux personnes et puis ça reste, de toute façon, ça ne va pas être diffusé sur le web, mais ce serait tellement génial d'avoir les verbatim pour de vrai, pas juste une bulle, d'avoir les verbatim isolés, vous voyez, toutes ces choses-là. Donner de la vie, peut-être de l'image animée, toutes ces choses-là vont dans le bon sens, vont dans le sens de l'histoire. Et pourquoi pas, oui, des interviews en mode guérilla. Alors peut-être, bon, évidemment, vous ne pouvez pas en mode guérilla filmer les gens. Ils vont vous dire, ouais, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Mais bon, vous vous arrangez pour, sans trop trahir la réalité. Hein, voilà, demander à une personne, est-ce qu'on pourrait faire cette scène, enfin voilà, est-ce que on pourrait rejouer le truc et comme si on se rencontrait, je vous interview comme ça. Bon, là. Là, je vais à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Et je disais, il faut jamais mentir, mais bon, parfois, il faut un petit peu mettre en scène les choses aussi. Le débat, on peut adapter à votre activité. Et le débat, souvent, ça tourne en rond d'ailleurs, parce que le débat, c'est argument, contre-argument, et argument, contre-argument. C'est pas la forme la plus adaptée pour vous. Le webinar, vous connaissez, on est en plein dedans. Les écrans panoramiques, c'est une narration visuelle. On raconte. Là, on est dans un format visuel avec des grands écrans où on raconte le projet. Il y a le podcast en direct. Très bonne idée. Hein, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. La stimulation multisensorielle, je vous en parlais tout à l'heure. Pourquoi ne pas... Puisque nous avons des services, sur lesquels vous travaillez, des solutions qui sont très, 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 très liées à la vie des gens. Donc, pourquoi pas utiliser ça à la fois aussi bien, comme vous disiez tout à l'heure, avec le son, avec l'odeur, pourquoi pas le goût. Vous avez vu ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a essayé de faire, hein, c'était pas hyper réussi. Mais pour ces meetings-là, ces premiers meetings de début de campagne présidentielle, la campagne d'avant, à Nantes notamment, il avait mis les personnes en immersion au milieu de l'eau. Et alors, il y avait un air du large qui était... Mais alors, c'était encore la pandémie, les gens avaient leur masque, ça marchait pas trop. Mais l'immersion olfactive, pourquoi pas? Pourquoi pas? Excuse-moi Alex, est-ce que tu peux revenir sur les écrans panoramiques? C'est pas clair pour Oui. tous. En quoi ça consiste précisément? Alors, les écrans panoramiques, en fait, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une structure qui était de raconter l'histoire en images. Et bien là, c'est non seulement la structure, mais c'est aussi le format. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est plusieurs écrans. Plusieurs écrans. Là, ça demande quand même ça demande un peu de travail
pas forcément sur After Effects, mais si, enfin, ça demande, tu vois, par exemple, je vais avoir un écran avec toi, Josepha, et puis il va y avoir un écran qui va aller explorer une autre partie de l'image derrière, ton Popeye qui est derrière, tu vois? Ouais. Euh, et en immersion, ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est une immersion visuelle. On va avoir, et ça demande un certain boulot, évidemment, en amont, de découpage, voilà, de découpage de ce qu'on va projeter, de ce qu'on va présenter. L'idée étant d'immerger la personne dans notre histoire, mais plus avec des slides qui disent des mots. Les mots, c'est nous qui les prononçons. N'oublions jamais que les visuels sont là pour illustrer ce que vous dites et non pas l'inverse. Quand- D'accord. Mais en termes de retranscription, c'est dans un petit public de quelques personnes. Oui. Comment? En termes de retranscription, c'est une salle de conférence ou c'est plutôt un petit public? Ça, c'est pour plutôt une salle de conférence, oui. Oui, oui, D'accord. oui, pour un petit public, l'immersion est beaucoup plus complexe quand on n'a pas un dispositif important avec vraiment un son qui soit adapté. C'est tellement. Dès qu'on entre dans ce type de narration, le moindre couac technique, ça fout tout en l'air. Vous l'avez vu, hein, vous le voyez. Je travaille régulièrement avec des motion designers. Vous avez peu de rendus sonores. Et je trouve d'ailleurs des fois, pourquoi pas, ça pourrait être vachement bien. Mais en tout cas, les motion designers sont souvent des rendus sonores, parce que par essence, ils font des films de motion. Et régulièrement, le son est pourri, il faut revenir au début du film parce qu'ils n'ont pas bien calé le truc, etc. C'est le dispositif de diffusion, d'immersion est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Et si ça foire, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien, ça flingue complètement l'effet qu'on a voulu obtenir. Toc, les formats courts, c'est les formats pitchés. Alors les pitchs, bien sûr, le pitch, je vous l'ai dit et je vous le redis, le pitch c'est une synthèse, hein, c'est vraiment, euh, ce n'est pas un résumé, c'est une synthèse de ce que vous allez dire. C'est une forme de storytelling aussi, hein. Cette synthèse respecte un certain nombre de règles. La fameuse règle Corevac, c'est, je crois, court, conceptuel, original, évocateur et accessible. Court, conceptuel, c'est quelque chose qui vient de l'esprit, hein, c'est ce que vous faites dans votre démarche de designer. Original, ok. Évocateur, ça veut dire que ça crée des images mentales, et accessible, bien sûr, au plus grand nombre. Ah ben voilà. Voilà. Les formats pitch très très vite parce que nous arrivons à la fin. Il y a différents on peut décliner un pitch d'entreprise, c'est du storytelling aussi. On peut décliner en format hyper court, hein, 20 secondes, 2 minutes ou 20 minutes. Là, on va aller jusqu'au business plan. Le Pechakucha extraordinaire. C'est un super storytelling, le Pechakucha, un super format pour le storytelling. 20 slides, c'est un diaporama, 20 slides qui défilent automatiquement toutes les 20 secondes. Toc. Et vous racontez l'histoire. Ça peut être très très bien, ça. Ça peut être très très bien. Je crois qu'il n'y a pas de texte sur les slides, hein, c'est ça? Texte du tout. Zéro texte. Zéro texte. Et alors ça demande une préparation assez rigoureuse, hein, mais en tout cas, c'est d'une efficacité redoutable. En plus, les gens savent que ça dure. C'est une espèce de challenge aussi pour vous. Les gens savent que ça va durer un moment très très limité. Et c'est extrêmement, c'est très 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 très. Ça peut être hyper efficace. C'est utilisé beaucoup bien sûr, pour les startups qui présentent, qui pitchent des projets
devant des business angels ou des personnes comme ça qui sont susceptibles de mettre de l'argent dedans. L'ignite, c'est la même chose en format encore plus contraint. Les diapos changent toutes les 15 secondes. Et puis la fameuse méthode Takahashi, là c'est un mot en grand, en immense. Donc, design. Et ce mot, inconsciemment, il finit par entrer dans votre cerveau et ne plus en ressortir. Évidemment, ça peut être, si c'est bien utilisé, ça peut être très très puissant. Encore une fois, moins on en dit, plus il en reste. Si vous arrivez à identifier des mots-clés dans votre histoire, dans ce que vous voulez dire, le fait de projeter un mot comme ça en très très grand, sans forcément le dire, c'est extrêmement puissant. Les formats TEDx, j'en parlais tout à l'heure. Format TEDx, il y a des choses à retenir quand même du TEDx. Nous n'avons plus que quelques minutes, mais je vous en parle rapidement. Bon, qu'est-ce que ça signifie TEDx? Vous trouverez ça aisément. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça. Alors, ce sont des formats courts. Hein, c'est de 5 à 18 minutes en général. Mais c'est ça. C'est les ingrédients. Et dans la recette TEDx, déjà, il y a une seule idée. Trop d'idées, c'est qu'on n'a pas priorisé et l'esprit des personnes qui nous écoutent se perd complètement. Une idée qui soit vraiment intéressante, pas pour moi, mais pour les gens qui écoutent. Ils utilisent beaucoup ce qui s'appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive? C'est une information que l'on entend et on se dit « mais c'est pas possible, c'est pas normal ». Et on a absolument besoin de savoir pourquoi. Comme cette expérience pour revenir au train, vous allez dire, il est passionné par le train. Pour revenir au train, cette expérience, hein, vous arrivez à la gare, vous allez prendre votre train dans quelques semaines, vous arrivez à la gare, vous êtes tranquille, sécurite, vous avez un bon quart d'heure d'avance, vous regardez votre numéro de voiture et votre numéro de place, ok? Et entre le moment où vous êtes sur le quai et le moment où vous allez être assis dans la bonne voiture, à la bonne place, vous allez regarder en moyenne 6 fois le numéro de voiture et le numéro de la place. Jusqu'ici, les personnes se disent « Ah, mais je suis le seul à faire ça ». Je me disais quand même, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et en fait, on se rend compte que tout le monde le fait. Et là, vous avez envie de savoir pourquoi. C'est ce qui s'appelle une dissonance cognitive, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui dissonne. Oui, on admet que ça se passe comme ça, mais c'est pas normal. On veut savoir pourquoi, bien sûr. Et ça, c'est... Moi, Alex, Oui, est-ce que c'est aussi, je sais pas si tu as vu dernièrement les documentaires Netflix qui sont aussi souvent assez captivants. Est-ce que c'est un peu la même recette en termes de dissonance ou... complètement. On va aller chercher un truc qui fait que, comme d'ailleurs la petite histoire que j'aurais pu la raconter différemment, la petite histoire sur les rails que je vous ai raconté en ouverture. Je vous avais dit, l'espace entre les deux rails de train a été déterminé par Jules César. Tu déconnes, quoi. C'est pas possible. Et voilà. Et ça, dans votre pratique, c'est vraiment intéressant parce que quand vous allez travailler, que sais-je, pour une appli qui va permettre de présélectionner tel ou tel produit, si vous commencez par raconter une expérience shopping d'une personne qui est là devant les 12 km de rayon yaourt et qui sait plus quoi choisir parce qu'il y en a tellement, etc. Si les personnes comprennent que le fait d'avoir trop de choix, eh bien, ça empêche de choisir parce que vous les avez déjà avec vous. Vous voyez, c'est une dissonance cognitive. Comment ça se fait que le fait d'avoir trop de choix dans notre vie, ça nous empêche de choisir? Tout simplement parce que choisir, c'est renoncer à tout le reste. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais quand on a 15 milliards de possibilités, là, ça peut être paradoxalement,
ça peut nous empêcher de faire des choix. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, la dissonance cognitive. On a parlé de ça pour les personnes avec qui nous avons échangé dans le cadre de la formation. Il est très très important de construire une accroche. Une accroche, c'est le moment, le premier moment de votre histoire. Et ça va vous permettre de capter l'attention des personnes. Ça peut être une question, ça peut être une dissonance cognitive, ça peut être un chiffre fort qui va faire que les personnes vont déjà pré-entrer dans l'histoire. Je vous ai raconté cette intervention pour Xerox. Le type devait s'exprimer sur le sujet zéro papier dans l'entreprise, qui n'était pas un sujet particulièrement glamour, et tous les gens venaient à reculons parce que on va nous demander de faire des économies de budget dans notre service, etc., etc. Donc lui, plutôt que de faire culpabiliser les gens, de leur parler de l'aspect budgétaire, de l'aspect écologique, etc., il est arrivé en disant 1 fois et demi le tour de la Terre. 1 fois et demi le tour de la Terre, c'est ce que représentent toutes les feuilles de papier que nous avons utilisées dans cette entreprise l'an dernier. Et là, il a laissé un silence. Et les gens se sont fait leur propre histoire. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, le pouvoir du silence aussi, dans votre histoire. Ne l'oubliez jamais. Il y a une prolongation. Les mots que vous dites sont nés dans votre tête, ils sortent par votre bouche, les gens les entendent, il faut leur laisser le temps de les recevoir, de visualiser ce que ça représente. Et évidemment, avec son histoire sur un sujet pas particulièrement intéressant, dès les premiers mots, ce monsieur avait capté son auditoire. Et tous les services se disaient 1 fois et demi le tour de la Terre. Waouh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Le pouvoir des mots. Et pour clôturer, évidemment, on n'a pas parlé de l'outil le plus important, le plus essentiel dans le storytelling. C'est vous. Parce que le premier storytelling, c'est ancestralement la voix, la façon dont on incarne ce qu'on dit. Il est essentiel, tout le monde peut avoir du charisme pour raconter son histoire. L'essentiel, c'est qu'il y ait une vibration à l'intérieur, que vous ayez envie de partager l'histoire et que, d'une certaine façon, vous soyez généreux. Ça fait partie de la générosité, que vous ayez envie de raconter cette histoire aux personnes. C'est quelque chose d'absolument essentiel. À la fois cette passion qui vous anime. Bien sûr, il y a des méthodes. Bien sûr, il y a des méthodes, vous voyez, il y a des façons de construire les histoires, de les structurer, etc. Ce sera au service de cette vibration. S'il n'y a pas cette vibration, l'histoire, elle tombe à plat. Ça demande à partir du moment où vous avez cette vibration, vous avez l'enthousiasme et vous avez l'envie. Ça demande aussi, bien sûr, cette chose essentielle pour être généreux, c'est d'aimer les autres. Mais ça, comme vous êtes UX designers, je n'ai aucun doute là-dessus.